Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Biathlon News pour la 14e et malheureusement le dernier épisode de cette saison 1 de Biathlon News, un épisode un peu exceptionnel puisque dans quelques minutes on recevra notamment Gaëtan Paturel, le vainqueur français du classement général de l'eBay Cup qui sera à nos côtés en plateau pour débriefer de cette très très belle saison. À mes côtés également en plateau l'ami Quentin Roland pour cette dernière. Salut Quentin. Salut Thomas, très heureux d'être là, mais un peu triste quand même, on n'a plus de biathlon à la télé et c'est la dernière de l'émission en plus. Et oui, c'est la dernière avec évidemment le débrief de cette saison de Coupe du Monde, saison historique pour le biathlon français. Un débrief qu'on fera également avec Raphaël Casarotto qui est avec nous en visio. Salut Raph. Hey Thomas, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous et un peu triste aussi de cette fin de saison. L'attente va être longue jusqu'à novembre prochain. L'attente va être longue, mais voilà, on aura également les épreuves estivales pour se remettre un petit peu dans le bain. Avant cela, donc, on va évidemment débriefer cette très très belle saison pour le biathlon tricolore. On fera également un débrief de la saison nationale, le SAMC National Tour qui a connu sa conclusion avec l'ensemble des classements généraux de cet hiver de la Coupe de France. On fera également un petit point sur ce qui nous attend les saisons prochaines sur le circuit eBay Cup et Junior Cup. On aura bien sûr nos news en vrac, l'agenda, et puis on fera également un petit pas de côté pour vous parler notamment des finales de la FESA Cup en ski de fond. Et puis avec toi Quentin, on aura notamment un petit éclairage hockey sur glace. On sait que tu es un fan de cette discipline. Il s'est passé la saison est terminée, place au play-off avec un premier tour qui s'est terminé pas plus tard qu'hier soir, donc on va débriefer un peu tout ça. Voilà, en tout cas, le programme de ce 14e et dernier épisode donc, de la saison pour Biathlon News. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On ouvre notre cible numéro 1, l'actu de la Coupe du Monde. Et nous étions évidemment dans le temple d'Oslo Mennekølen pour conclure cette saison de Coupe du Monde avec évidemment le gain du classement général. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord avec Quentin et Raphaël un petit débrief rapide de cette étape d'Oslo. D'abord côté féminin avec des courses de très tenues avec vraiment du très très gros niveau. Et puis à nouveau Raphaël, les Suédoises qui ont été très présentes sur cette semaine osloïte. Oui, c'est ça, exactement. On pourrait même généraliser sur la fin de saison où Elvira et Anna Öberg ont trusté pas mal de podiums, notamment dans des conditions où on est en basse altitude et où physiquement elles se sentent à l'aise. Les balles sont plutôt bien rentrées. Et puis, c'est des biathlètes qui sont d'un très très haut niveau, qui ont fini très fort la saison, qui ont malheureusement débuté un petit peu moins bien. Et donc, on a Anna notamment qui a remporté 2 courses et qui a montré que quand les balles rentrent, c'est une des meilleures biathlètes du circuit. Malheureusement, il y a un petit peu d'inconstance sur la saison en général qui lui empêche de jouer le classement général de la Coupe du Monde. Ouais, avec 5-6 filles qui se sont vraiment illustrées dans cette semaine à Oslo. Tu as parlé d'Anna Öberg, effectivement vainqueur de rien du tout devant Julia Simon sur la poursuite notamment. Sa sœur également Elvira Öberg sur les podiums de cette semaine à Oslo. Et puis on a vu donc Julia Simon, on a vu Lisa Vitozzi. Finalement Quentin, on a vu les grandes dames de cet hiver à nouveau sur cette étape. Oui, au final la logique est un petit peu respectée. C'est vrai qu'on a vu quand même les sœurs Öberg très en forme sur cette fin de saison. Finalement il était temps que ça se termine parce que si on ajoutait encore quelques week-ends chez les garçons, on a un peu le même scénario avec un autre bonhomme. Mais la logique a somme toute été respectée sur ces grandes dames du biathlon de cette saison. Avec également le retour d'Ingrid Tendrevold pour la première fois cette saison dans la cérémonie des fleurs à titre individuel avec la 5e place sur le sprint. Quentin, ça fait plaisir de revoir Ingrid à ce niveau sur la fin de saison. Ça lui permet peut-être aussi de se projeter un peu plus facilement sur la saison suivante. Ouais, c'est chouette et c'est vrai qu'on la sentait en difficulté et on la savait en difficulté. On sait que le biathlon peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et ça fait plaisir quand c'est dans ce sens-là. On sait le poids qu'elle a dans cette équipe et puis les responsabilités qu'elle a, etc. Donc on est vraiment très heureux de la revoir à ce niveau-là, au niveau qui est le sien, sortir de la tête de l'eau au meilleur moment parce que c'est vrai que c'est toujours une période un petit peu de doute, surtout quand on commence à rentrer dans un certain âge entre guillemets dans sa carrière sportive. Cette fin de saison, c'est toujours un peu de savoir ce qu'on fait l'année prochaine. Je pense que c'était important pour elle de se rassurer pour envisager un futur au sein de cette équipe. Avec également Lisa Vitozzi qu'on a vu sur le podium, 2e place sur le sprint, notamment pour l'italienne, qui là aussi dans cette étape a montré le niveau qu'elle nous avait proposé il y a 2 saisons maintenant, Raphaël.
Oui, complètement. Il y a cette deuxième place sur le sprint et puis il y a cette Mastart qui a remporté la dernière course de la saison. Je trouve que c'est pas anodin quand même de remporter la dernière course de la saison, qui est une Mastart avec toute cette fatigue et où ça va se jouer au mental et notamment derrière la carabine où elle a été très très forte. Voilà, Lisa Vitozzi, elle a déjà remporté un classement général de la Coupe du Monde. Elle a remporté une médaille olympique aussi cette saison. Je sais pas quel bilan elle-même elle va tirer de cette saison, mais voilà, elle fait de très très belles performances, parfois un peu inconstantes, mais quand on fait le bilan à la fin, il y a quand même une médaille d'or olympique, quelques victoires, et c'est une fille qui fait de très très bon boulot sur ce circuit Coupe du Monde. Ouais, 3 victoires, 3 podiums cet hiver pour Lisa Vitozzi. Après une année blanche, vous le savez, elle va terminer donc 3e du classement général. Le classement général féminin, on va le voir en image, avec donc tout en haut, avec le dossard jaune et le gros globe de cristal. Lou Jean-Monod Laurent, donc vainqueur, avec 3 victoires, 6 podiums cet hiver pour Lou, qui s'impose donc dans ce classement général devant Anna Heuberg. Et donc Lisa Vitozzi qui prend cette 3e place. Quentin, c'est vrai qu'on a assisté à cette fin de saison à une vraie bagarre. Alors, le gain du classement général était quasiment fait, on va dire, pour Lou, mais c'est vrai que pour le podium du classement général, ça s'est joué vraiment jusqu'aux dernières courses, avec notamment le retour des sœurs Heuberg et puis Lisa Vitozzi qui prend cette 3e place finale du général. Ouais, on savait en début de saison qu'une année olympique et une saison avec les JO au milieu est toujours particulière sur ce classement de la Coupe du Monde. On n'a pas été déçus, comme on le disait un peu en préambule. Heureusement que Lou avait vraiment bien assuré son début de saison et a été en patronne, on va dire, et en gestion tout au long de la saison, parce que elle avait ce petit pécule d'avance qui lui a permis d'être un peu sereine, et heureusement, parce que c'est vrai que ça aurait pu vraiment basculer tant ça s'est joué à pas grand chose sur le reste du podium. Voilà, sur ce classement général, à côté des Françaises, c'est Julia Sibon qui est la 2e Française de ce classement général. 6e place finale pour Julia, avec 3 victoires, 2 podiums cet hiver. Puis je regarde un petit peu les statistiques de tir. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça, Raphaël, du côté de Julia, mais c'est notamment 7 points de plus en tir couché cette saison pour Julia, qui est à 95% de réussite. Voilà, le tir, on a vu que c'est revenu du côté du tir couché, notamment pour Julia cette saison. Oui, complètement. Il y a eu un très gros progrès tout au long de la saison sur le tir, et puis il y a aussi une vitesse de tir qui est assez impressionnante pour Julia, ce qui aide à gagner du temps sur du sprint et l'individuel, mais aussi à faire des grosses différences sur des courses en confrontation directe. On l'a encore vu en poursuite ou en Mastart. Voilà, Julia, on sait qu'elle a connu un début de saison assez compliqué, mais elle est montée en puissance et c'est l'une des grandes dames de cette fin de saison. C'était en tout cas la Française la plus en forme. Et tu parles de ce classement général, aussi envie de faire un petit big up à Camille Benet, qui finit quand même dans le top 10 du général, à seulement 39 points, je crois, de Marine Kierkegaard, dont on a beaucoup parlé en début de saison. Pour une première saison en Coupe du Monde, Camille Benet a vraiment très très bien performé, bravo à elle. Ouais, 10e place effectivement pour Camille, avec 2 podiums cet hiver, 2 podiums également pour Océane Michelon, qui est 8e du classement général. Justine Brezas-Boucher est 11e du classement général, avec notamment une victoire, c'était du côté de Nové Mesto, et puis un podium également cette saison. Justine 11e, finalement le bilan comptable est plutôt bon quand même. On a souvent dit que Justine était traversée une saison difficile, elle est quand même 11e du classement général à la fin de cette saison. Oui, malgré tout, c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que on le sait, elle a été en grande difficulté sur cette saison. Elle a eu vraiment du mal à retrouver son biathlon, notamment sur le tir. Mais malgré tout, en effet, cette 11e place témoigne quand même du fait qu'elle a réussi à prendre des points, et c'est pas si mal pour une saison. Je pense qu'il y a beaucoup de biathlètes qui aimeraient rater leur saison et être à la 11e place du général. Effectivement. Puis Justine qui a confié et confirmé qu'elle n'en avait pas terminé encore avec le biathlon, qu'elle repartait pour une saison. Un petit mot sur la saison de Justine Brezas-Boucher avec Raph. Donc 11e place du classement général, une victoire quand même cet hiver pour Justine. Oui, complètement. Quand on regarde les points en termes de classement général, il y a une grosse avance entre Justine et la 12e. Donc elle fait quand même partie de ce top 11 qui a dominé au global cette saison. Et Justine, quand on voit ses performances à ski et ce qu'elle a déjà été capable de faire derrière la carabine, ça peut être que plein d'espoir pour les saisons prochaines, si elle arrive à retrouver la solution, notamment sur le tir couché. Justine, elle peut rejouer la victoire très facilement. Donc voilà, je suis plutôt content qu'elle continue encore 1, 2, 3, 4 saisons. Ça me fait plutôt plaisir. Voilà, les autres vainqueurs de l'hiver cette saison, on a eu notamment Dorothea Wierer, vainqueur de la première individuelle du côté d'Östersund, Suvi Minkinen, Lisa Therese Hauser, Marine Kierkegaard, ou donc on en a parlé, Justine Brezas. Du côté féminin, c'est vrai qu'on a eu un début de saison finalement très indécis, avec beaucoup de vainqueurs différentes, avec un dossard jaune qui a beaucoup changé d'épaule, pour finalement se retrouver avec une configuration où on a eu une Lou Jean-Monod finalement dominatrice sur la fin d'hiver. Oui, c'est toujours un petit peu cette force qu'a Lou dans sa régularité à aller
chercher les points. On sait que sur cette répartition des points, c'est très très important d'être dans un top 10 et pas de sortir, parce que très vite ces points peuvent se perdre, et je pense qu'elle a été une fois de plus en capacité de le faire, contrairement à ses adversaires qui ont été très fortes à certaines périodes, mais en grosse difficulté à d'autres. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette saison chez les femmes, avec cette domination de Lou, avec cette capacité à toujours être bien placé et à toujours être dans le coup pour prendre des points très importants. Avec Raph, une saison presque grand chelem pour Lou, qui rafle tous les globes, sauf le petit globe de la Mastart qui revient à Julia Simon. Voilà, on n'était pas loin de la saison parfaite pour Lou. Ouais, pas la saison parfaite, mais presque, honnêtement. Je suis très très content pour Lou, qui a fait preuve d'une régularité assez incroyable. Ça a été un petit peu le fil conducteur aussi durant l'hiver, pendant l'émission. On se demandait qu'est-ce qui pourrait empêcher Lou de remporter ce gros globe. Et au final, ses adversaires ont chacune eu des moments assez forts. En début de saison, on pouvait parler de Maren Kierkegaard, par exemple. En fin de saison, des sœurs Robert. Il y a eu un peu Lisa Vitozzi aussi. On se rend compte que être régulier sur toute une saison avec des Jeux Olympiques au milieu, c'est un exploit tout simplement. Et Lou a réussi à le faire, et après 2 saisons où ça s'est pas joué à grand chose, qu'elle arrive à amener ce gros globe jusqu'au bout, tout en ayant des médailles au JO de Milan Cortina. Honnêtement, c'est un vrai exploit à mon sens. Un vrai exploit donc pour Lou Jean Monod, qui devient la 5e française à remporter le classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Du côté masculin, là aussi, Oslo, match incroyable. Du côté masculin, entre notamment sur la grid qui continue cette fin d'hiver, Tony Truant, avec Eric Perrault bien sûr, le patron, avec Émilien Jacquelin également. Et puis un match qu'on a vu arbitrer aussi par des garçons comme Botten, tu en as parlé un petit peu Raph, ou par l'Allemand Philippe Navrat, du très très gros niveau, et puis une très grosse densité à nouveau sur cette dernière étape. Oui, un peu comme chez les filles, ça a bagarré fort pour aller chercher les derniers points qui restaient dans les classements, et pour la lutte sur le podium et tous les classements jusqu'à la 10e place. Et puis au-delà de ça, cette envie d'aller briller sur les podiums pour cette dernière étape. Moi je retiens quand même cette densité où, tu l'as dit, on a eu plein de revirements de situation et plein de vainqueurs différents, de podiums différents, avec quelques petites surprises, notamment Navrat qui a fait un superbe week-end. Et donc voilà, ça fait du bien aussi de finir comme ça avec de la bagarre. C'est vrai que quand les classements sont joués avec autant d'avance, on peut des fois s'attendre à ce que ça soit un peu, on pourrait s'attendre à ce que ça soit un peu plat et un peu fade. Bon, c'est mal connaître les biathlètes que d'imaginer ça sur une étape. Ça a été loin d'être le cas effectivement du côté d'Oslo, avec à nouveau Raph, Stola Grid impressionnant. Finalement il fait un petit peu peur, si on se projette déjà dans la saison suivante, vu le niveau qu'il a montré là sur cette fin d'hiver, ça a été colossal quand même. C'est sûr qu'il prend date pour la saison prochaine. Je sais plus si c'est 5 ou 6 victoires d'affilée qu'il a enchaîné. Mais en tout cas sur les skis, il a été très rapide, et derrière la carabine, il a aussi été très impressionnant, notamment dans les matchs directs sur la poursuite ou la Massart ce week-end. J'ai trouvé très impressionnant de sang-froid, même si c'était pas forcément le plus rapide à tirer. Il prend date pour la saison prochaine. Je m'attends potentiellement à un match Eric Perrault sur la grille de la saison prochaine, peut-être arbitré par d'autres Français, Norvégiens, Italiens, Suédois. Mais en attendant, pour cette saison, on peut quand même noter qu'Eric a été le plus régulier au final, et même si Sturla finit très fort, il a fait des impasses, il a pas si bien démarré. Et ça montre à quel point c'est difficile d'être constant sur toute une saison. Et encore une fois, un grand bravo à Eric qui, même sur les toutes dernières courses de l'hiver avec la fatigue accumulée, arrive à jouer et à obtenir des podiums. Et ouais, 4 victoires, 7 podiums cette saison pour Eric Perrault, voilà le boss final du jeu cette saison. On va le voir, le classement général donc remporté par Eric Perrault devant donc sur la Lagrède et Johan Olaf Botten, 5 victoires cet hiver pour Lagrède avec un podium. Tu l'as dit, avec 2 impasses cette saison pour Lagrède sur Oborov et Nové Mesto. Donc ça fait quand même 4 courses en moins. Il est à un petit peu moins de 300 points, je crois, d'Eric. Heureusement qu'il a fait ses petites impasses finalement. Ouais, heureusement qu'il était un petit peu sur cette prépa olympique, on le savait en début de saison. Ça confirme que c'était un bon choix, et que en tout cas ça a bien été fait, puisque non seulement il a performé au JO, mais il a gardé cette forme sur la suite. On aurait aimé le voir dès le début à la bagarre pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, mais finalement on est quand même aussi très heureux de voir cet écart, et puis voilà, pour Eric c'est chouette d'enfin prendre ce globe très tôt dans sa carrière.
Ouais, les deux impasses qui peuvent expliquer également peut-être sa fraîcheur sur cette fin d'hiver, évidemment, pour le Norvégien. Le classement général, donc 4e place du classement général pour Sébastien Samuelsson. Et puis c'est Emilien Jacquelin qui prend la 5e position du classement. C'est la 3e fois de sa carrière qu'il rentre dans le top 5 du général, avec une saison avec des très hauts, des très bas. Voilà, mais Emilien, on le sait, il nous fait vibrer, il est capable du meilleur, quoi. Il l'a dit lui-même, régulier dans l'irrégularité. C'est ça. Et à la fin, à l'image de cette fin de saison, pas lapsus pas révélateur, mais à l'image de cette fin de saison où il a été vraiment à la bagarre on sentait de la sérénité, on sentait de l'engagement, et on sentait surtout qu'il s'est retrouvé dans son biathlon sur cette milieu et fin de saison, on va dire, à partir des JO, voire même un peu avant, et au final une 5e place avec la densité qu'il y a chez les garçons, notamment chez les Norvégiens. C'est une très très belle performance d'arriver à cette 5e place au classement général. Avec un profil finalement qui fait du bien au biathlon, voilà, loin de la régularité d'un Éric Perrault. Voilà, on sait qu'avec Emilien Jacquelin, on peut s'attendre à tout. Raph, comment tu analyses sa saison? Oui, c'est une saison un peu à son image, je pense. Emilien, il peut faire beaucoup parler de par déjà sa personnalité, et puis aussi son style de course. Quand ça passe, comme en fin de saison, ça fait des podiums. Pas de victoire, malheureusement, il a pas manqué grand chose, mais je suis sûr qu'il va aller les chercher, ses victoires les saisons prochaines. Il y a aussi du moins bon qui fait que c'est difficile pour lui de jouer vraiment la gagne pour un classement général. Maintenant, terminer top 5 à peine 100 points de la 2e place, ça montre quand même une régularité sur l'ensemble de la saison aussi. Il y a eu des courses vraiment sans, mais il y a eu beaucoup de courses qui sont terminées sur du top 10, du top 20. Et quand tout s'aligne, notamment en fin de saison, je trouve qu'Emilien, c'est un coureur qui est vraiment fort en fin de saison. C'est pas la première fois qu'il termine très bien. Et il est capable de jouer et d'enchaîner les podiums. On peut que espérer pour lui qu'il arrive à lancer un peu plus tôt sa saison la saison prochaine. Ouais, alors tu parlais de régularité effectivement pour Éric Perrault. Je regardais ses moins bons résultats, j'ose même pas dire ses pires résultats, ses moins bons résultats de l'hiver, c'est 12e, 11e, 10e. Sinon c'est toujours dans le top 10. On sait que la régularité c'est la clé pour évidemment aller chercher le classement général. On l'a dit avec Lou juste avant, bis repetita sur les garçons, c'est exactement ce qui a permis à Éric de s'imposer et de prendre ce gros globe et de dominer cette saison, parce que c'est une vraie domination, cette régularité. 4 victoires, c'est vrai que quand on avait l'habitude d'enchaîner Martin Fourcade, Johannes Beu, 4 victoires pour gagner un gros globe, ça nous paraît impossible, mais parce qu'on n'était pas habitué à ça. Ouais. Mais au final, le biathlon était différent cette saison, et Éric a très très bien joué sa carte et a vraiment réussi sa saison grâce à cette régularité impressionnante. Alors derrière Éric et Emilien côté tricolore, 11e place au général pour Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude 16e, Oscar Lombardo qui fait une belle fin de saison également, 17e du général. Un petit mot sur Quentin, qui lui aussi a montré dans les interviews de fin de saison qu'il avait encore faim et qu'il n'avait pas fini non plus son histoire avec le biathlon. Oui, complètement. Alors je vais faire un petit parallèle en termes de chiffres avec Lucien Brezaz qui termine aussi 11e du classement général. Il a été loin d'être largué sur la saison, il y a eu des très bons résultats, sur le tir des fois un petit peu en délicatesse, mais Quentin, in fine, il va quand même chercher des podiums, au moins une victoire dans la saison, une médaille d'or aussi au JO. Sur les skis c'est toujours très très rapide et surtout il a faim en fait, et je pense qu'en biathlon, mentalement et physiquement, ce qui compte c'est d'avoir la dalle, si je puis me permettre, et derrière la carabine, je pense que ça pourra que aller mieux la saison prochaine. Il est capable de faire encore de très très belles saisons, Quentin. À l'image d'une Lou Jean Monod côté des petits globes, et d'Éric, lui aussi rafle tous les petits globes, sauf celui du sprint qui revient à Sturla Lagrède. Voilà en tout cas pour le débrief côté masculin. Je vous ai posé la question également en off, les amis, donc un petit peu votre coup de cœur de la saison. On va commencer par le tien, Quentin. Je crois que tu n'as pas été très original? Non, pas très original, parce que on en a parlé juste avant, c'est la personne qui a dominé ce classement général et cette saison chez les garçons. Coup de cœur pour Éric. On se questionnait beaucoup sur la relève après la retraite des frères Beu la saison dernière. On est pleinement satisfait de voir que Éric a pris ses responsabilités. Il a 279 points d'avance au général sur ce classement, donc c'est une vraie domination malgré ce qu'on disait sur
seulement entre guillemets 4 victoires. Moi, je suis très heureux de voir cette relève. Et puis je suis très impatient de voir la saison prochaine puisque je pense que Eric va avoir à cœur de prouver que c'était pas que à cause de la saison olympique ce gros globe, c'était aussi avec une domination et avec une maîtrise de son biathlon. Donc c'est clairement mon coup de cœur de la saison parce qu'en plus voilà, on sait la jeunesse d'Eric et ça promet quand même de belles choses pour le biathlon français dans les années à venir. Alors Raph, toi aussi tu joues la sécurité dans les coups de cœur puisque ton coup de cœur toi de la saison, voilà, tu prends le pendant de Quentin, c'est Lou Jean Monod. Oui, exactement. Lou Jean Monod, je suis si content en fait de la saison qu'elle a réussi à faire après ce qu'elle a connu les 2 dernières saisons, notamment la saison dernière où sur ce dernier virage à Oslo, elle perd le gros globe. Elle avait déjà perdu le gros globe la saison encore avant, et cette année c'était la favorite attendue. Elle se devait presque de gagner. Tout autre résultat qu'un gros globe aurait été vu comme un échec peut-être parmi les observateurs, sachant qu'il y avait en plus une saison olympique avec des JO où elle a quand même bien performé. Il y a forcément un petit peu de déception dont elle a parlé de pas avoir ce titre olympique, mais elle a quand même 4 médailles olympiques et elle a été régulière toute la saison, et notamment cette fin de saison je l'ai trouvée très très forte, alors que il y a eu des courses un petit peu sans sur la reprise à Gontio et au Tepa. Elle s'est accrochée et en fait sur la saison ça n'a pas toujours été la meilleure, mais elle a toujours été parmi les meilleures du début à la fin, et ça lui fait une avance de quasiment 200 points sur la deuxième. Et on parle de la jeunesse d'Eric qui a 24 ans. Lou, entre guillemets, n'a que 27 ans aussi. C'est une des plus jeunes parmi les meilleures du général cette saison. Et donc, je pense que ce gros globe, si elle maintient cette régularité, peut en appeler d'autres dans les saisons prochaines. Voilà les coups de cœur donc de Quentin et Raph cette saison. Alors moi je vais faire un petit peu le lien avec la séquence qui va suivre, évidemment, parce que mon coup de cœur, moi, bien c'est l'équipe de France B masculine du côté de l'IBU Cup, avec cette densité, avec donc la victoire de Gaëtan Paturel, Damien Levé, Antonin Guigona, Valentin Lejeune, pour ne citer que ces 4 garçons qui trustent les places du classement général cette saison sur le circuit IBU Cup. On en reparlera évidemment dans quelques minutes avec notre invité. Je vous ai demandé également voir un petit peu votre émotion, votre course de la saison. Pour toi, Raph, on va partir avec Johanna Löfbotten. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, sa médaille d'or aux Jeux Olympiques sur l'individuel, qui est notamment dédiée à Sivert Guttorm-Bakken, parce que mine de rien, dans cette saison exceptionnelle à bien des égards, on a aussi vécu un drame avec le décès du jeune Norvégien, et ça a été très dur pour la planète biathlon et notamment pour cette équipe de Norvège. Et j'ai trouvé cette image de Johan Olav Botten qui remporte la médaille d'or sur l'individuel et qui dédie cette médaille à son ami disparu, très très forte. Voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup ému ce jour-là, et c'est l'un de mes moments les plus forts de la saison. Ouais. Ouais, on va rester sur les Jeux Olympiques également avec toi, avec le relais homme. Ouais, c'est clairement mon coup de cœur et mon émotion de cette saison, avec ce relais olympique masculin et ce scénario complètement dingue. Après le début de course très compliqué avec le premier relais de Fabien, on pensait que c'était terminé, mais c'était mal connaître le biathlon. Avec cette remontada incroyable, ce titre olympique, et puis au-delà de ça, c'était vraiment le relais d'Emilien. Emilien a mérité d'avoir une médaille d'or individuelle parce que il a fait des grands JO, et je trouve que c'est un peu sa médaille, celle de ce relais, parce qu'il nous a fait la course parfaite, avec l'émotion, avec l'engagement, avec tout ce qu'on aime voir dans le biathlon et toutes ces émotions là. Donc c'est vraiment mon moment d'émotion de cette saison, ce magnifique relais olympique. Ouais, moi également, j'ai choisi une des courses des Jeux Olympiques. J'ai eu la chance d'être sur place pour la Mastart Dame du côté d'Antols, avec cette fin de course. En plus, il neigeait, gros flocons. Il y avait une ambiance extraordinaire pour le titre d'Océane Michelon, qui incarne aussi évidemment toute la relève du biathlon tricolore. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de cœur également de la saison. Une saison qui a été marquée un petit peu comme d'habitude, mais là c'est vraiment particulier cette saison par de nombreuses annonces de départ à la retraite, que ce soit côté des athlètes, mais également du côté des entraîneurs. Ça sera, on en parlera avec Raphaël tout à l'heure dans les news en vrac, parce que voilà, il y a pas mal de grandes dames et de grands messieurs qui ont tiré de leur révérence également derrière les jumelles. Mais ça, on en reparlera avec toi tout à l'heure dans les news en vrac. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, on a essayé d'être concis à nouveau sur cette très très belle saison de biathlon. On va maintenant passer à notre interview exceptionnelle. Je vous en parlais, l'invité du jour et de la semaine, c'est Gaëtan Paturel qui va nous rejoindre. Voilà, juste le temps du niggle. Gaëtan Paturel sera avec nous en plateau. À tout de suite.
Et nous sommes très heureux donc de recevoir le tout premier Français vainqueur du classement général de l'IBU Cup, Gaëtan Paturel. Salut Gaëtan. Salut à vous, merci pour l'accueil. Voilà, tout juste de retour d'Oslo, on en reparlera évidemment dans quelques instants avec toi. Mais voilà, retour sur cette très très belle saison marquée par le gain du classement général. Alors on va faire un petit retour en arrière d'abord, on va débriefer un petit peu cette saison. D'abord un petit mot sur ta préparation, notamment de l'été, de l'automne. Donc évidemment parmi le groupe B, mais avec quelques séances partagées aussi, on l'imagine, avec le groupe Coupe du Monde. Ouais, c'était une préparation vraiment sympa. C'était ma première année en équipe de France. Donc je suis très fier d'avoir participé à cette préparation avec eux. Voilà, les coachs ont été vraiment top, que ce soit Louis Deschamps ou Bastien Moretti. C'était assez cool à vivre. Voilà, après on a eu quelques stages aussi en plus avec l'équipe Coupe du Monde et ça faisait plaisir de partager quelques séances avec les meilleurs mondiaux. Ouais. Alors toi tu t'es protégé sur les sélections du côté de Bessan grâce notamment à ta place dans le top 15 du général de la saison précédente. Est-ce que ça t'a permis d'aborder un peu plus sereinement? Est-ce qu'on aborde différemment la saison quand on est protégé comme ça? Oui, c'est clair que j'avais moins de stress, j'avais moins d'enjeux parce que j'avais pas de sélection directe pour monter à l'international directement. Mais voilà, les courses de Gaëlo se sont pas passées de la meilleure des manières. Même si j'avais pas vraiment de stress de monter absolument en Coupe du Monde dès le début d'hiver, mais voilà, ça s'est pas très bien passé. Du coup, je me suis mis beaucoup de pression sur le début d'hiver en IBU Cup. Ouais. Avec ensuite le podium qui s'est rapproché, notamment du côté de Ridana. Voilà, t'es monté dans les tours et tu t'es peut-être un peu rassuré sur ce début de saison. Ouais, il y a eu la première étape à Aubertia qui était très compliquée. Voilà, donc une sélection ratée pour la Coupe du Monde. J'avais à cœur de monter le plus rapidement possible sur ce circuit-là. Qu'est-ce que tu te dis justement à ce moment-là quand tu vois que cette semaine à Aubertillac se passe pas comme tu l'avais espéré? C'était compliqué à vivre. Ouais. Franchement, mentalement, j'ai eu vraiment du mal de rater mes 3 premières courses d'IBU Cup. J'arrivais plus, je savais pas trop le niveau que je devais avoir. Ouais, mentalement, j'arrivais pas trop à rentrer dedans. J'avais beaucoup de pression, beaucoup de stress. Je voulais monter, je voulais prouver que j'avais le niveau pour être en Coupe du Monde. Et une fois que je suis arrivé sur Ridana, et je pense que j'étais encore même pas dans le top 40 du classement général, j'ai réussi à montrer des belles choses. Et il y a surtout, je pense, la chose qui m'a aidé, c'est d'avoir cassé ma carabine sur la poursuite avec une chute. Et je pense que c'est une des meilleures choses qui m'a aidé pour la suite de la saison. Pourquoi ? Je pense que ça m'a permis de me retrouver avec mon tir, avec les bases, reprendre une nouvelle cara et vraiment retrouver ces bases du tir que j'avais perdues. Et surtout relativiser avec le sport et plus être dans le plaisir et dans l'instant sur les skis et derrière la carabine. Et puis tu as ensuite débloqué le compteur du côté de Lens the Ride avec le podium. Et puis ensuite les podiums se sont enchaînés à Harbour, à Sushen. Une victoire également sur le sprint en Norvège. Voilà, c'est une saison réussie. À quel moment tu as commencé à penser à parler un petit peu du classement général? Je pense que c'était assez tard parce que c'est vrai que quand je suis arrivé sur Lens the Ride, je voulais juste prendre du plaisir et essayer de faire du biathlon comme j'aime depuis que je suis tout petit. Et une fois que j'ai commencé à faire des bons résultats, j'ai pris les choses. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et ouais, je suis arrivé à Sushen plutôt détendu sur les championnats d'Europe. Et avec cette première victoire sur la semaine d'après, ça faisait du bien. Ça faisait un petit moment que je la cherchais. J'ai eu quelques podiums mais encore jamais eu de victoire. Donc c'était beaucoup d'émotions pour moi. Et quand j'ai vu sorti de la fin de Sushen que j'avais le dossard vert sur les épaules, je me suis dit là c'est le moment de jouer et le moment d'aller chercher ce classement général. Je vais laisser la parole un petit peu quand même à Raph et Quentin qui ont certainement des questions également à poser à Gaëtan. Raph peut-être? Oui, bonjour Gaëtan, déjà un grand bravo pour cette saison et aussi pour tes débuts en Coupe du Monde et notamment cette superbe poursuite à Oslo. Je me demandais justement, toi dans ton vécu, qu'est-ce qui change entre cette semaine de Coupe du Monde et une semaine classique en IBU Cup? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? L'ambiance surtout, c'est ce qui a changé. J'ai passé 2 ans en IBU Cup avec maximum, je pense, peut-être 100 ou 200 personnes au bord de la piste. Donc c'était vraiment cette ambiance d'un stade plein avec peut-être la moitié des supporters qui étaient français. Et c'est vraiment le truc qui a changé. Après, ça restait du biathlon, ça restait un sprint de 10 km avec 2 tiers, une poursuite à 4 tiers. Donc en soi, ça restait le même sport, mais
c'est tout ce qu'il peut y avoir autour, la zone mixte après la course et cet engouement du public pour notre sport et pour l'équipe de France. Ouais. Ouais, Quentin, du côté de l'eBay Cup, alors on l'a souvent évoqué dans Biathlon News, on s'attendait évidemment côté féminin à avoir cette densité, on savait que voilà, on allait pouvoir jouer devant. La très très belle surprise, c'est côté masculin avec cette victoire du classement général, mais on a vu une grosse densité côté masculin. Ouais, exactement. Avec tu en as parlé un peu en préambule, ces quatre athlètes et cette densité qui fait plaisir à voir. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir beaucoup de drapeaux norvégiens sur ces classements d'IBU Cup et de Coupe du Monde. Cette année a été assez exceptionnelle pourvu que ça dure. Comment tu vois un petit peu toi ton avenir perso sur ça? On a vu Raph en parlait, tes très très beaux résultats, 32e, la plus mauvaise course entre guillemets sur ce week-end à Oslo, c'est quand même assez sensationnel. Qu'est-ce que tu imagines et comment tu vois la suite? C'est vrai que je suis encore un peu dans le flou, j'attends impatiemment les premières sélections pour les équipes de France, que ce soit dans le groupe B ou dans le groupe A. Après, je commence déjà à avoir hâte de relancer une nouvelle préparation parce qu'en finissant comme ça, j'ai envie de montrer des choses pour la saison prochaine. Mais après, que ce soit dans le groupe Coupe du Monde ou dans le groupe IBU Cup, ça ne changera pas grand-chose pour moi. J'ai quelques idées pour la nouvelle préparation à mettre en place, donc je verrai à ce moment-là. Ouais. Comment tu t'es senti sur cette étape à Oslo? Est-ce que tu étais confiant et que tu arrivé, alors c'est un petit peu dur à dire, mais est-ce que tu as été surpris de ces résultats ou est-ce que tu es dans la logique du travail fourni sur l'intégralité de la saison? En fait, cette sélection en Coupe du Monde, pour moi, c'était une logique des résultats que j'ai pu avoir sur l'IBU Cup. Je suis très content d'avoir participé à cette semaine-là. Après, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant là-haut. C'est vrai qu'on passe d'un niveau circuit B à un niveau Coupe du Monde avec l'élite mondiale. Donc j'avais bien sûr à cœur de prendre au moins la poursuite. C'était un peu l'objectif. Ça a été chose faite avec une 32e place qui était plutôt de bon augure pour la suite, avec des conditions qui sont quand même bien dégradées au fur et à mesure de la course. Des conditions de fin de saison, c'était bien normal aussi. En arrivant sur la Coupe du Monde, ça ne pouvait pas être facile. Mais j'ai réussi à mettre les choses en place et du coup me lancer sur une poursuite qui était, je pense, une des meilleures courses que j'ai pu faire en carrière. Et j'ai pris ça et pour après lancer sur une master sur une dernière course qui était assez sympa à vivre. Ouais, Raph, c'est vrai que c'est toujours difficile pour les coureurs d'IBU Cup d'arriver à se jauger par rapport à la Coupe du Monde. On a vu que Gaëtan a rassuré tout le monde, notamment sur ses temps de ski sur Oslo. Oui, complètement. Moi, j'étais assez impressionné par les temps de ski et puis surtout en fait par cette poursuite et cet exercice à 4 tirs, ton premier en Coupe du Monde qui se solde par un 20 sur 20. Et enfin, ça reste un exploit, je veux dire, de faire un 20 sur 20, c'est le graal de tout biathlète. Et je me demandais comment toi, tu as vécu ce 20 sur 20 derrière la carabine. Est-ce que il y a une forme de logique dans tous les tirs que tu as eu et où le résultat semblait juste, ou est-ce qu'il y a certaines balles qui ont pensé simplement du bon côté? Comment tu as vécu en fait ces 4 tirs et ce 20 sur 20? En fait, c'était une course. Dès l'échauffement, je me sentais bien. J'étais vraiment bien physiquement. Je pense que c'était la journée parfaite. Voilà, comme tout athlète cherche à avoir cet état de flow que j'ai pu ressentir pendant toute la course, que ça soit sur les skis derrière la carabine. C'est vrai que ce 20 sur 20, ça faisait longtemps que je le cherchais. Je pense que sur mon meilleur cas de tir cette année, c'était un 17 sur 20, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. J'ai pris les choses comme elles venaient. J'ai passé mes couchers c'était compliqué pour moi l'année dernière ce tir couché. Donc j'ai réussi à mettre le 10 sur 10. Bien sûr, il y a au moins une des 10 balles qui est passée cordon, mais ça, on prend quand ça tombe. Mais après c'était juste un combat avec moi-même sur les deux bouts et derrière la carabine. Et une fois que la dernière balle tombe, c'est beaucoup de soulagement et de satisfaction pour soi-même. Ah, tu avais fait pas mal de changements dans ta préparation, on en avait parlé ensemble, notamment côté nutrition. Tu avais également suivi un petit peu des cours d'apnée, c'est ça? Tu utilises encore l'apnée au quotidien ou... Un peu moins qu'avant, mais ça fait partie de mon échauffement, encore et toujours, et je pense que ça restera pendant quelques années. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Ça me permet de garder un maximum d'énergie pour la course.
Et je suis très content et je remercie vraiment les coachs comité, Emeric et Tanguy, de nous avoir initiés à ça, parce que ça a fait partie de quelque chose de nouveau que j'ai pu tester l'année dernière, et d'une très grande aide que j'ai pu avoir pour cette année aussi. Ouais. Donc ça t'aide vraiment dans la préparation de course, dans l'échauffement, c'est ça? En fait, ça me permet aussi d'être focus sur moi, parce que voilà, on pense vraiment qu'à sa respi et qu'à soi, et j'arriverai pas spécialement à expliquer comment ça marche, mais voilà, je sens que ça me chauffe au niveau corporel, et tu pars en étant frais, en étant chaud, sans avoir accéléré avant, donc tu peux vraiment garder toute ton énergie pour la course. Ouais. De l'énergie, il va t'en falloir encore. La saison n'est pas terminée tout à fait. Il y a les championnats de France, il y a les championnats de France des clubs. On sait que c'est évidemment un grand moment de la fin de saison. Et puis il y a aussi un petit peu le retour à l'école quand même. Ouais, bien sûr. Il y a les 2 week-ends pour partager avec le comité Mont Blanc. J'ai passé une très grande partie de ma carrière avec eux. Ouais. Heureusement qu'ils ont été là pour moi, parce que je pense que sans eux, j'en serais pas au niveau où je suis. Donc j'en remercie bien sûr Sam, Tanguy, Emeric, Martin. Voilà, heureusement qu'ils ont été là. Et bien sûr, c'est les championnats de France des clubs. Ça me tient vraiment à cœur de courir avec eux. Parce que, voilà, bien sûr, il y a eu le comité avant, il n'y a pas longtemps. Et il y a eu au tout début, il y a eu le club. Ouais. Et voilà, sans. Le club du Pays Rochois, le club du Pays Rochois, sans eux, sans ce Pays Rochois, sans la communauté de communes du Pays Rochois, sans les sponsors locaux, sans tous ceux qui m'ont accompagné, les coachs club, que ce soit Christophe et Mathieu, tous les dirigeants, Jean-Claude et Sylvain, et j'en passe, les bénévoles qui sont là pour tout l'hiver, pour toutes les courses. Et ça me tient vraiment à cœur de rendre ce qu'ils m'ont donné pendant toutes ces années, et de rendre ça. C'est que sur une course, mais ça me fait vraiment plaisir de courir pour les couleurs du club. Ouais, ça sera le dimanche 5 avril du côté des saisies pour les championnats de France des clubs. Voilà le dernier grand rendez-vous. Une petite dernière question parce que le temps file, on va libérer Gaëtan. Quentin, peut-être une dernière question. Tu étais serein sur le pas de tir et sur ce top 10 sur la poursuite. Tu es serein pour les partiels de la licence management, de la licence STAPS ou pas? J'étais serein sur les pas de tir. Après, derrière une copie, pour l'instant un peu moins, mais je vais bosser pour être serein et arriver avec envie et sérénité. Il faut pas tout blanchir par contre là. Non, là pour le coup ça sera pas copie blanche, ça c'est sûr. Et non, il y aura bien sûr un oral de STAPS avec Cyril Burdet. Donc on va s'amuser un peu. Voilà, il reste encore du boulot là sur cette fin de saison pour Gaëtan Paturel. Je voulais te remercier d'abord de ta disponibilité parce que tu reviens tout juste d'Oslo. Te remercier évidemment et te féliciter pour cette très très belle saison. Merci d'avoir été avec nous dans ce dernier épisode de Biathlon News. Et puis voilà, bonne fin de saison, bonne suite, bonne chance pour les examens. Et puis on se retrouve très bientôt sur un pas de tir. Ouais, merci à vous de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Voilà, on va marquer une courte page de pub et puis on se retrouve évidemment pour la suite de Biathlon News. On évoquera notamment le circuit national, la Coupe de France de biathlon. A tout de suite. Et vous? En cas d'accident, seriez-vous prêt à intervenir? Chez Beauvolanta Formation, nous vous apprenons ces gestes simples mais essentiels. Retrouvez-nous bientôt sur nos réseaux sociaux. Vous avez un projet immobilier? Achat, vente, location ou simplement envie d'y voir plus clair? Découvrez Ideri, l'application qui révolutionne votre manière de gérer vos projets immobiliers. Toutes vos informations sont centralisées sur votre compte personnel, avec un agenda par projet partagé avec l'ensemble de vos intervenants ou encore une messagerie intégrée. Partagez instantanément vos données avec les professionnels de votre choix. Plus besoin de dizaines d'emails, d'appels et de dossiers éparpillés. Vous suivez en toute transparence les actions des professionnels en temps réel et vous gardez le contrôle. Évidemment, Ideri n'est pas qu'un simple assistant de gestion de projet. C'est aussi le premier portail d'annonces avec des biens uniques. Vous n'avez plus qu'à réserver vos estimations et visites en ligne.
Voilà, de retour sur le plateau de Biathlon News pour la suite de ce 14e épisode. On va ouvrir bien notre cible numéro 2, l'actu Made in France. Voilà, petit retour rapide sur le classement général final de l'ensemble des catégories du circuit national. Vous allez voir donc avec ces petites animations vidéo l'ensemble des catégories avec la victoire donc du circuit 17 pour Pauline Lafou, la Montblanaise des Contamines-Montjoie pour 5 petits points d'avance seulement sur Chloé Vermeulen et Noémie Penalver qui ont emporté le dossard blanc et rouge de leader. Du côté masculin, Martin Menezzi lui a porté le dossard de leader tout au long de l'hiver. Il s'impose donc au général devant Jules Lafou et le Pyrénéen Raphaël Kergoat. Du côté des moins 19, victoire finale de Juliette Oliva avec une belle avance là aussi, plus de 140 points sur le duo Rosalie Odile et Adèle Ouvrier-Buffet pour le top 3 donc du côté des moins de 19 ans. Chez les garçons, lui aussi lui a gardé le dossard tout au long de la saison. Il s'impose donc au classement général. Nance Madalena devant Émile Perrier-Bottonnet et Nils Bibolet complète ce top 3 donc chez les moins de 19 ans. Le dossard bleu du côté des moins de 21 ans, c'est Louise Roguet qui remporte cette année le classement général. Elle devance Namou Kando-Armand et Lola Bugeaud qui est ex-aequo en termes de nombre de points. Mais voilà, la différence a été faite au meilleur résultat de la saison pour la Savoyarde. Namou Kando-Armand, donc deuxième du classement général. Chez les garçons, c'est Camille Grattalou, le Dauphinois, qui s'impose donc au classement général devant Judicaël Perrier-Bottonnet et Flavio Guy, le Jurassien, complète ce top 3. Et puis on va terminer par les classements généraux du côté des seniors dames. C'est donc Fanny Bertrand qui remporte cette année le classement général. Elle devance Lisa Siberchico et Léonie Janier dans ce classement général donc des seniors dames. Et puis du côté des garçons, c'est Rémi Broutier qui devance ce classement général. Il s'impose devant Mathieu Garcia, vainqueur la saison passée, et Edgar Geny complète ce top 3 donc du classement général chez les seniors. Voilà pour cette Coupe de France. On retrouvera évidemment l'ensemble de ces garçons et de ces filles lors des championnats de France de Prémanon pas plus tard que ce week-end. On va ouvrir notre cible numéro 3 tout de suite. C'est l'actu de la relève. Voilà, là aussi on va être un petit peu rapide puisque évidemment les circuits de l'IBU Cup ou les Junior Cup se sont terminés il y a quelques semaines maintenant. On va vous montrer notamment, on va se projeter un petit peu dans la saison suivante avec le programme de l'IBU Cup. D'abord la saison suivante qui ouvrira donc comme d'habitude du côté de la Scandinavie avec 2 étapes à Idre et Suchen. À noter notamment cette saison une étape du côté de Goms, voilà le site suisse qui rentre pour la première fois sur le circuit IBU Cup. On clôturera cette saison pour le circuit B du côté de l'Italie avec Ridana et Martel. Et c'est le site habituel de la Coupe du Monde de Pokljuka qui accueillera notamment les championnats d'Europe. Petit coup d'œil également sur la saison qui nous attend du côté de la Junior Cup avec un début de saison. En janvier, on sera du côté de la Lettonie à Madonna pour cette première étape. On ira ensuite en Italie. Les championnats du monde junior, puisque vous le savez, on a supprimé la catégorie jeune pour la saison prochaine, du côté donc de Jakuzice en Pologne. Et puis on terminera la saison en Slovaquie à Brezno-Ozerby. On aura également la saison prochaine les Foges. Ce sera à Brazov en Roumanie, un site qui a déjà accueilli les Foges il y a quelques saisons. Ce sera en février. Ça concernera les garçons et les filles nés en 2009-2010 qui tenteront de représenter la France sur cet événement olympique. Voilà pour notre courte cible numéro 3. On va passer maintenant à la cible numéro 4. Ce sont les news en vrac. Les news en vrac avec quelques infos qui nous ont intéressés ces derniers jours. On va commencer avec toi, Quentin, avec l'une des grandes annonces, le retour de Siegfried Mazet. Exactement, Siegfried Mazet, on le pressentait et on le sentait un petit peu venir, mais nomination de Siegfried sur ce retour en équipe de France. Quel plaisir de revoir Siegfried avec le maillot tricolore la saison prochaine, entraîneur tricolore. Ça nous rappelle plein de très bons souvenirs, bien entendu, avec cette légende qui est Martin Fourcade. Donc voilà, un nouveau coach de tir qui marque, mais je ne vais pas trop empiéter sur la news en vrac de
Raphaël, mais qui est marqué par la retraite de 2 personnes dans le staff de l'équipe de France. Il fallait les remplacer, Jean-Pierre Amat, Jean-Paul Jacquinot. On ne sait pas encore le placement de Siegfried, historiquement chez les garçons, mais du côté de la Fédé, du côté de l'équipe de France, on se questionne sur un positionnement éventuel sur l'équipe de France féminine. C'est la seule incertitude qui nous reste, mais en tout cas, dans tous les cas, on est très très heureux de voir ce retour d'un très très grand du biathlon qui va pouvoir amener toute son expertise sur cette équipe de France. Voilà, sans dévoiler les secrets de couloir, Gaëtan Paturel, qui était avec nous à l'instant, nous disait qu'entre Siegfried Mazet et Stéphane Boutiot, on n'était pas tout à fait d'accord sur l'équipe à entraîner, côté masculin ou côté féminin, mais on va évidemment suivre ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça va se décider assez rapidement, évidemment. Tu en as parlé, tu as fait une petite transition également pour Raph, évidemment, cette fin de carrière pour les 2 druides du tir français. C'est également Tanu Orva qui a une fin de saison marquée par de nombreuses retraites, à la fois côté athlète et côté des jumelles, donc pour Raph. Oui, c'est ça. Je vais essayer de rester assez concis parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais on a notamment eu des grandes dames côté féminin qui ont quitté le biathlon. Dorothea Viera, Franziska Preuss après les JO. Mais depuis, on a Lisa Teresa Hauser, Paulina Batowska-Fialkova et Teresa Winklarkova qui ont aussi arrêté leur carrière. Du côté des garçons, on a eu énormément de départs, pas forcément les plus connus, donc je peux pas tous les citer. Mais je tiens quand même à parler d'Antonin Guigonin, principal départ côté français, et je pense que la réussite du groupe B dans l'équipe de France en IBU Cup lui doit en partie au retour d'Antonin Guigonin sur ce circuit. On a aussi Yakov Fak et Simon Eder qui sont 2 dinosaures presque du circuit qui ont quitté la Coupe du Monde. Pour Yakov Fak, il y a encore un petit doute, mais a priori ça devrait être le cas. Et je tiens à préciser par exemple que Simon Eder, il a commencé la Coupe du Monde avant Martin Fourcade, c'est dire à quel point c'était un ancien sur ce circuit. Donc voilà, plus de 10 hommes qui ont arrêté leur carrière cette saison. Et puis du côté des entraîneurs, on a parlé de Jean-Paul Jacquinot, Jean-Pierre Amat. On a également Jean-Marc Chabloz, coach suisse du tir, côté suédois, qui s'est arrêté, et Christian Meringer et Sverre Holzbourg-Reuseland dans l'équipe féminine allemande qui sont retirés également. Donc finalement, dans les grandes nations du biathlon, il y a beaucoup de changements dans le staff et qui va peut-être impliquer du coup des renouveaux pour toutes ces nations la saison prochaine. Ouais, tant mieux, ça nous animera cette intersaison, un mercato qui va être très animé du côté des entraîneurs. Effectivement, moi je voulais vous glisser une petite info. Sachez qu'une boulangerie a lancé une pâtisserie en l'honneur d'Océane Michelon, ça s'appelle la Masse Tarte. Voilà, je vous un petit clin d'œil, l'occasion de terminer cette séquence avec un petit peu d'humour. On va ouvrir maintenant notre cible numéro 5, là aussi ça sera assez court, l'agenda évidemment, pour vous présenter les prochains rendez-vous, notamment du côté de la Coupe du Monde. Tout de suite c'est la cible numéro 5, l'agenda. Voilà, on se projette également du côté de la Coupe du Monde pour la saison suivante avec le programme donc de la Coupe du Monde 2026-2027 déjà défini évidemment avec 4 étapes notamment en décembre. C'est la grosse nouveauté avec des étapes entre Noël et le Nouvel An. Le gros retour également du Grand Bornand évidemment, ce sera du 7 au 13 décembre. Et bien donc cette étape qu'on attend du côté de Pocluca les 2 et 3 janvier. Voilà, c'est la petite nouveauté concoctée par l'IBU pour cette saison avec ensuite un gros enchaînement puisque juste derrière on sera également du côté de Ruhpolding, les championnats du monde, et qui auront lieu la saison prochaine sur le site d'Otepa. Et puis l'IBU a déjà anticipé également, le programme est déjà ficelé également pour la saison 2028-2029, avec notamment, et là c'est déjà attendu évidemment par tous les aficionados, des championnats du monde qui se dérouleront à Oslo, Holmenkollen en 2029. Voilà pour le programme et la cible agenda. On va ouvrir bien notre dernière rubrique tout de suite, et bien c'est le pas de côté. Je le disais en préambule, avec Quentin, on va profiter de ta présence pour que tu nous parles également de hockey sur glace. Voilà, on va faire le pas de côté, on va mettre les patins pour la finale de la Ligue Magnus, les playoffs plutôt. Exactement, ça reste un peu de la glisse, mais un peu différente. On a assisté au quart de finale des playoffs, la Ligue Magnus qui entame sa deuxième saison. Toutes les cartes sont rebattues et comme les hockeyeurs aiment le dire, c'est la deuxième saison qui commence. Et des quarts de finale qui ont été somme toute assez surprenants, non pas dans les résultats finaux,
puisque la logique a été respectée entre l'ensemble des quarts de finalistes, mais des quarts de finale qui ont été plutôt très accrochés. On a l'habitude de voir beaucoup de quarts de finale se terminer en 4-0. On rappelle 4 matchs à gagner en quart de finale, demi-finale et finale pour être champion de France. Rouen s'impose 4 victoires à 2 contre Amiens. C'était le premier contre le 8e. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un 4-2 dans une série. Pareil pour l'équipe qui a fini à la 3e place contre Nice. Angers qui s'impose en 4 victoires à 2. Bordeaux, qui était la rencontre censée être la plus serrée puisque c'était 4e contre 5e. Finalement, Bordeaux a été ceux qui sont le mieux sortis de ces quarts de finale avec 4 victoires à 1. Et puis on finit avec un petit côté chauvin avec nos Grenoblois et nos locaux. 4 victoires à 1 contre Briançon. Une petite erreur du côté de Briançon sur un match qui a permis aux Grenoblois de finir la série à la maison avec sérénité. On les sent impliqués et impactés sur cette fin de saison. On rappelle dès vendredi et samedi le début des demi-finales. Là ça va être dantesque. Les 3 premiers de la saison régulière étaient très très proches. Grenoble-Angers en demi-finale, ça va valoir son pesant d'or. Et puis on espère pour les Grenoblois retrouver les amis rouennais en finale. Voilà, merci Quentin pour cette page hockey. Moi, je voulais vous ouvrir une petite page de ski de fond puisqu'on a eu bien les finales de la FESA Cup, l'équivalent de l'IB Cup, on va dire, pour les fondeurs, avec de très très beaux résultats côté tricolore, avec notamment la victoire au classement général d'Annette Coupa. On a la petite photo d'Annette, donc vainqueur du classement général de sa catégorie des moins de 20 ans, vainqueur également du côté des garçons. C'est Milan Lessu, le Savoyard, qui s'impose lui dans sa catégorie des moins de 23 ans. Voilà, victoire au classement général. Et puis chez les seniors hommes, là on a assisté à un triplé pour les Français avec la victoire de Matteo Correa devant Victor Culé, Calderini et Sabin Coupa, et c'était même un quadruplé puisque Julien Arnaud prenait la 4e place. Voilà, ce triplé donc côté des seniors hommes. Et puis la France, c'est la dernière photo, va également remporter le classement général des nations. Voilà, l'équipe de France de ski de fond, vainqueur du classement général de la FESA Cup. Voilà, on a vu de belles choses sur les Jeux Olympiques en ski de fond. La relève également est très solide du côté des fondeurs, et tant mieux. On retrouvera évidemment l'ensemble de ces garçons et de ces filles également du côté des championnats de France de Prémanon. Voilà, qui est un gros week-end ce week-end, avec notamment également les épreuves de saut et de combiné nordique. Voilà, championnat de France donc à suivre les 27, 28 et 29 mars pour clôturer cette saison. Voilà, en tout cas, nous, on va clôturer également notre saison de Biathlon News. Je vais terminer évidemment par des remerciements. En tout d'abord et en premier lieu, donc, merci à Robin Devrieux, le patron de 8 Mont Blanc, qui a cru en ce projet et qui nous a permis de lancer cette première émission de Biathlon sur TV 8 Mont Blanc. Merci également Hugo, Maël et Damien qui sont en régie, qui sont aux manettes et qui ont été aux manettes tout au long de l'hiver. Merci également à Jules Demeure et Fanny Savard pour les images du SAMC National Tour. Voilà, c'était très intéressant également d'avoir les images, les vidéos, les interviews du circuit de la Coupe de France. Donc merci à eux également pour le suivi de cette saison. Merci également à Christophe Herbinet qui nous a accompagnés durant l'intersaison, ou plutôt la coupure pendant les Jeux Olympiques, avec ses statistiques. Voilà, Christophe Herbinet que vous retrouvez sur le podcast Balle de Pioche. Et puis évidemment, merci à mes différents consultants qui m'ont accompagné durant cette saison. Merci à Constance Vigneault, Marie Le Bobinec et Nora Latuyère, Gilles Marguet, et puis mes 2 amis de la semaine, Quentin Roland et Raphaël Casarotto. Là, c'était un plaisir d'animer cette saison 1 de Biathlon News. On espère évidemment ouvrir très rapidement et très prochainement une saison 2. En tout cas, merci à tous. Bonne fin de journée, et puis on espère à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous les deux. Et puis merci à toi, surtout, et bravo à toi Thomas pour ce beau projet et cette belle réussite. Merci Raph, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est la fin de cette première saison de Biathlon News. Salut!